Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Room. Aujourd'hui on a la chance d'être accueillis chez Jimmy Gressier à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Salut Jimmy, comment ça va aujourd'hui ? Salut, écoute, ça va, enfin les vacances après une saison longue, donc plutôt content. Alors merci Jimmy d'avoir accepté notre proposition de podcast et c'est avec un grand plaisir qu'on va revenir ensemble sur ta saison estivale, qui a commencé principalement sur 1500 mètres où tu as amené ton record personnel à 3:33,90 avant de t'orienter vers le 5000 mètres et cet incroyable record de France établi à Monaco en 12 minutes et 56 secondes. Tu as ensuite remporté le titre de champion de France élite sur la distance et tu t'es classé 9e des championnats du monde à Budapest. Et ce n'est pas encore fini car le week-end dernier, tu as participé aux mondiaux de semi-marathon à Riga en Lettonie où ici tu as pris une brillante 5e place. Voilà, donc on va discuter de cette saison riche en 2023, de ta préparation et forcément de la suite avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour revenir à l'actualité un peu plus récente, ces mondiaux de semi-marathon à Riga, comment tu analyses cette brillante 5e place ? Alors comment je l'analyse, je pense que c'est tout simplement un championnat qui a été réussi. J'arrivais sur ce championnat avec l'ambition de finir dans le top 8. J'avais un temps d'engagement à peu près situé autour de la 12e place. Et le but c'était de rentrer dans le top 8. Pas spécialement de faire un chrono parce que bien évidemment on est en championnat et ce qui compte c'est avant tout la place. Et du coup, 5e, un chrono qui est vraiment pas trop mal, 59,46. Et à la fin, j'étais vraiment très très content de la course, mais aussi d'avoir tenu une saison aussi longue et en étant frais mentalement et physiquement jusqu'à la fin de saison. Et la préparation aussi a été bonne. Donc ce jour-là, j'étais vraiment très, très satisfait de ma performance. Et pour revenir spécifiquement sur la course des mondiaux à Riga, on t'a vu à la bataille avec les coureurs de l'Afrique de l'Est, du coup principalement les Kenyans et les Éthiopiens pendant quasiment 3/4 de la course. Je pense que ça nous a tous fait plaisir de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attendais ou tu as été un peu surpris d'aller aussi loin avec eux ? Non, pas vraiment, ça m'a pas surpris parce que je sais que c'est une course de championnat. Je sais que grosso modo, je peux courir aux alentours des 59-30, 58-50 pour prendre une fourchette large. Et je sais qu'en course de championnat, ils vont pas partir sur des bases ultra élevées tout de suite. Donc je savais que j'allais être dans le paquet. Je savais qu'il allait falloir répondre à certaines attaques sans pour autant paniquer. Et en fait, mon expérience aussi au Kenya, le fait de courir aussi au Kenya, faire parfois des fartleks kenyans, etc. J'ai quand même appris que parfois ça bastonnait grave et ensuite ça récupérait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On l'a vu d'ailleurs avec les splits sur Instagram, que l'allure variait et je me prenais vraiment pas la tête. J'étais dans le groupe, je soufflais bien, je respirais bien, ça allait plutôt bien, les jambes étaient bonnes. Et j'étais dans un bon feeling, donc ouais, non, j'ai pas paniqué. Et justement, qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses, pour aller accrocher ce podium et cette première médaille mondiale ? Je pense que t'en rêves. Qu'est-ce qui t'a manqué là ce week-end pour aller chercher cette première médaille mondiale ? Tout simplement d'être plus fort, de continuer à progresser. Comme je le dis, il y a pas de secret. Si le niveau de base il est là, tu vas la chercher la médaille. Et c'est surtout que là, on voit tout simplement que c'est vraiment le niveau qui me manque. Parce que si on arrive au sprint, on peut dire il m'a manqué juste un peu de fraîcheur, j'aurais pu aller la chercher la médaille. Sauf que là, j'arrive pas au sprint avec les gars. Et non, tout simplement continuer à progresser. Mais toutes les saisons, je progresse. Et je suis sur la bonne voie et donc j'espère un jour la décrocher, cette médaille mondiale. Et là, sur semi-marathon, j'ai pris énormément de plaisir. Les championnats du monde sur route, c'est quand même autre chose par rapport aussi à la piste. J'aime la piste, mais particulièrement la route, comme c'était le cas à Riga. Et ce week-end, est-ce qu'à un moment pendant la course, tu y as cru ? T'as pensé au titre mondial, t'as pensé à la médaille, tu y as toujours cru ? Ou tu savais qu'à partir d'un certain moment, du coup, passer le 3/4 de la course, ça allait être compliqué ? Non, j'y ai cru. J'ai surtout cru en la médaille. J'ai cru aussi en la victoire. Je me suis dit, on ne sait jamais si ça ne se décante pas et qu'on finit dans un gros dernier kilo, que les mecs ils se regardent et que ils ne me calculent pas trop. C'est possible. Dans un gros dernier kilo, c'est possible. Surtout
Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec ma base de coureur de 1500 maintenant, j'ai plus trop peur dans le finish. J'ai été servi à Budapest sur le 5000 mètres de savoir comment il fallait finir fort pour aller chercher la médaille. Donc là, ouais, je me posais pas spécialement la question. Je courais avec le groupe et je me suis dit, bon, bah, si ça accélère pas et qu'ils me lâchent pas maintenant, tant mieux pour moi. Sauf qu'au 17e au ravito, j'ai tourné la tête et d'un seul coup, le groupe est parti un peu en cacahuète. Et là, j'ai pas paniqué. Je me suis dit, oula, fais attention, c'est quand même une grosse attaque qui est en train de se faire. Il reste 4 km, faut faire attention. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je passe à la 7e position. Et sur la fin de course, je remonte sur les 2 mecs devant moi, et notamment le Sud-Africain. Et en remontant sur lui, je vois qu'il n'est plus possible d'aller chercher la 4e ou 3e position. Ils étaient 100 mètres devant, et c'était très compliqué d'aller les chercher. Et du coup, j'ai vraiment pas pensé au chrono. Je suis resté derrière le Sud-Africain et je m'en foutais de faire des kilos lents, parce que dans ma tête, j'étais pas du tout dans un objectif de chronométrique. Et du coup, le fait de rester derrière lui, j'ai vraiment récupéré. Et même sur la fin de course, j'avais quasi plus mal aux jambes. Et je me rappelle être passé dans le dernier 800 et d'avoir croisé ma copine sur le côté. Et je lui ai pincé la langue parce qu'en fait, j'étais vraiment en train de récupérer. Je savais que j'allais battre le Sud-Africain au sprint. Et ça, c'était quand même jouissif de récupérer sur un semi-marathon, surtout après les attaques qu'il y a eu pendant au moins 17-18 km. Mais ouais, j'y suis pas allé pour le chrono. Je pense que j'ai facilement perdu 10 à 15 secondes en restant derrière le Sud-Africain sur les 3-4 derniers kilomètres. Mais le plus important, c'était la place. Et hormis cette partie un petit peu course spécifiquement, on a vu que tu as couru au pied avec la Alpha Fly 2 de chez Nike. On avait l'habitude de te voir courir en Vaporfly, notamment au moment où tu avais établi ton record au semi-marathon de Paris au mois de mars. Qu'est-ce qui a fait basculer le choix à partir sur ce modèle de chaussure? Mais déjà, on va pas se mentir, il y a 3 choses. Il y a cette paire de chaussures, j'avais envie de la tester déjà depuis longtemps. Je l'ai testée à l'entraînement, mais voilà, je sais très bien que les jambes à l'entraînement, c'est pas les jambes d'une course avec toute la récupération qu'il y a autour pour arriver frais sur la compétition, et donc on n'a pas les mêmes ressentis. Et à l'entraînement, je la trouvais déjà bonne, mais pas assez réactive et dynamique pour moi à mon goût. Mais Là, tu parles de laquelle? De la Alpha Fly ou de la Vaporfly? Non, je parle là de la Alpha Fly. Je la trouvais pas assez réactive à mon goût. Pour autant, je la trouvais très économique. Et là, en faisant un semi-marathon, je me suis dit, allez, tiens, ça vaut le coup de la mettre, parce que mon niveau de base par rapport au Kenyan, il est un peu inférieur. Si sur ce choix de chaussures, je peux économiser de l'énergie justement pour tenir encore un peu plus longtemps avec eux, il faut le faire. Pour autant, c'était une prise de risque aussi, parce qu'on savait que ça allait faire comme un fartlek, des accélérations progressives, et je pense que c'est pas la meilleure chaussure pour les changements d'allure. Et donc, on a pris le pari d'aller chercher plus l'économie d'énergie. Et deuxième chose aussi, vous avez mis un article qui expliquait bien la chaussure et qui donnait envie de l'utiliser. Donc Renix a partagé ça sur les réseaux, et c'est vrai que c'était 2 jours avant la course ou même la veille de la course. Et du coup, c'est venu confirmer mon choix de tester cette chaussure. Et troisième chose, le coloris qui était incroyable. J'aime bien avoir du flow quand même, c'est important quand tu cours d'avoir du flow. Bien sûr, il faut être performant, mais j'aime bien un peu les belles chaussures et tout. Et là, le flow, la paire de chaussures rouges et blanches comme ça avec l'équipement de l'équipe de France, ça me donnait envie de les mettre au pied. Donc finalement, si je comprends bien ce que tu dis, si maintenant tu es amené à refaire un semi-marathon, voire un peu plus loin, même si ça ne va pas arriver d'aussitôt, un marathon, c'est vraiment l'Alpha Fly, c'est vraiment la chaussure que toi tu choisirais, notamment en raison de son économie d'énergie? Ouais, je pense que vraiment, moi, ce qui a révolutionné ces derniers temps le monde du running et les performances sur route, c'est avant tout, je pense, les mousses, notamment la Zoomix de chez Nike, qui a révolutionné le running, parce que on va chercher des performances qui sont plus rapides qu'avant, aussi parce que l'économie de course, on gagne en économie, et du coup, on est plus apte à accélérer sur les fins de course et on craque moins. Et c'est vraiment le gain de ces derniers temps, c'est vraiment ces chaussures qui fait le taf. Et du coup, sur un marathon, moi, entre le dynamisme et l'économie d'énergie,
je vais privilégier l'économie d'énergie plutôt que d'avoir du pied, de vraiment sentir le sol. Là, avec cette chaussure, on peut avoir un peu moins de sensations, de sentir la route, entre guillemets, vraiment proche du sol. Mais pour autant, sur l'économie d'énergie, cette chaussure, elle est incroyable. Ça, c'est sur la partie équipement. On va avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Juste pour clôturer un peu cette partie-là sur les mondiaux de semi-marathon à Riga, comment tu as vécu l'ambiance? Toi, tu étais à Budapest au championnat du monde sur piste et un mois après, tu as vécu ces mondiaux sur route. Quelle ambiance t'as préférée? Comment tu vois ça? J'ai préféré les mondiaux sur route à Riga, tout simplement parce qu'on est encore un peu plus proche du public. Je me souviens, ma copine et François, le chercheur scientifique de l'INSEP et de la Lions Track Club, ils étaient sur le côté, ils étaient sur le trottoir, ils ont pu suivre presque le 21 kills sur le côté. Et cette proximité, c'était fou parce que des fois, je pouvais les regarder et tout, enfin leur faire pas un coucou parce que j'étais en train de courir, mais je souriais. Enfin, et je trouve que cette proximité sur piste, on l'a un peu moins. Les gens, ils sont dans les gradins et nous, on est au couloir 1. Parfois, il y a 15 mètres, 20 mètres qui nous séparent du public. Et puis, c'est surtout que là, il y avait aussi le côté équipe. Et du coup, c'est aussi cool, alors que sur la piste, on est vraiment que pour soi. Et là, je trouvais ça cool. Et il y avait beaucoup moins de pression, sachant aussi qu'il y a 21 km, on a le temps de se mettre dans sa course, alors que sur un 5000 mètres des championnats du monde, il faut rapidement être dans ta course, ça passe vite. Et ouais, donc moins de pression et aussi plus de plaisir. Et justement, en parlant des mondiaux de Budapest, tu as terminé 9e mondial sur le 5000 mètres, en finale du 5000 mètres. Pareil, même question que pour les mondiaux de Riga. Comment tu analyses cette 9e place? Est-ce que tu penses que potentiellement il y avait mieux à aller chercher? Parce qu'on a vu que tu étais jusqu'au dernier tour, jusqu'à l'entame du dernier tour, tu es avec le groupe de tête, donc il manque pas grand-chose. Comment tu analyses cette 9e place? Bah, comment je l'analyse déjà, j'étais très satisfait, même si j'aurais aimé rentrer dans le top 8 à une place près. Mais je suis très satisfait de ma course et aussi celle que j'ai fait pendant les demi-finales parce que j'ai gagné en maturité. Les 5000 mètres passent plus vite qu'avant. Je suis moins, entre guillemets, je suis moins à flux de vouloir tout le temps répondre à toutes les attaques. Là, j'étais devant, mais l'allure ne courait pas, donc je contrôlais plutôt. Et après, on a bien vu, dans le dernier tour, je voulais être à la cloche avec eux pour préparer Paris 2024, parce que le but à Paris 2024, c'est d'être à la cloche, mais d'aller au bout. Et là, je voulais déjà sentir ce que ça faisait à la cloche. Et je peux te dire que ouais, j'ai bien compris ce que c'était l'attaque à la cloche Et pour aller chercher la médaille. quand tu vois justement que cette attaque à la cloche, elle te fait, pour ceux qui ne suivent pas forcément l'attaque à la cloche, ça veut dire que c'est au moment de l'entame du dernier tour. Ouais, dernier La 400 cloche, mètres, elle ouais. est sonnée, donc il va rester 400 mètres. C'est à ce moment-là précisément que tu t'es fait un petit peu fait décrocher. Ouais. On est à un an des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que tu penses que ça, tu peux réussir à le combler en un an? Ou est-ce qu'il va encore te manquer un petit peu d'ici Paris 2024? Parce qu'on se doute que la concurrence, elle ne va pas faiblir. Au contraire, on voit que d'année en année, c'est plus dense. Ouais. Comment tu vois ça en vue des JO de Paris? Non, je pense tout simplement, c'est le même bilan que tout à l'heure sur semi-marathon. Faut que le niveau de base il progresse. Donc là, j'avais une valeur à 12,56 au 5000. Je pense que ma valeur, faut qu'elle passe à 12,48, 12,47. Donc il faut que je gagne 8 à 10 secondes pour vraiment être jusqu'au bout, les tenir. Là, c'est tout simplement que je suis encore un peu moins fort qu'eux et ben, ça pardonne pas à la cloche. C'est plus possible. Et puis encore un peu plus d'expérience. Là, c'est chose faite. Je l'ai prise, l'expérience à Budapest. Mais avant ça, j'avais jamais été à la cloche dans un championnat du monde avec les gars. Donc, je ne savais pas trop comment les derniers tours avant la cloche allaient se passer. Là, maintenant, je suis au courant. Ça accélère très progressivement et c'est un rythme soutenu. Et là, ben, j'ai bien vu le dernier tour. On arrive dernier tour. J'ai déjà mal aux jambes. Je tente quelque chose. J'essaye de passer à la corde. Sauf que je suis rapidement contré. Et en fait, ça accélère tout de suite. Et à la fin, bah, voilà, quoi, je peux, aux 350 mètres, ça part, le wagon il part. Et moi, je ne peux plus perdre de place parce que les mecs derrière, ils sont loin et je ne peux plus en gagner. Donc, je déroule. Mais ouais, je pense pour espérer un truc aller chercher une médaille à Paris 2024, il faut tout simplement que mon niveau de base il progresse et que sur 1500 je passe un vrai cap parce que là j'ai fait 3,30, 3,90 cette année, c'est bon, mais c'est pas suffisant pour pouvoir batailler avec les mecs quand
Jacob, il vaut, à mon sens, 12,40 et 3,27. 6 mois, déjà, je ne vaux pas 12,45 minimum et 3,30. Je ne peux rien faire du tout. Justement, j'allais y venir par rapport au Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Avant, c'était ces distances-là, le 5000, le 10 000 mètres, c'était des distances qui étaient un petit peu réservées aux Africains de l'Est, notamment aux Kenyans et aux Éthiopiens, comme sur ce marathon. Là, on voit de plus en plus de place aux Européens, et notamment Jacob et Mokatir. Les deux premiers finalement sont des Européens. Est-ce que du coup, ça te débride un petit peu mentalement? Est-ce que toi, ça t'aide ça, ou finalement, tu fais abstraction de tout ça et tu te concentres uniquement sur toi-même? Non, bien sûr, bien sûr. On se dit que finalement, c'est pas vraiment, en tout cas plus maintenant, dominé exclusivement par l'Afrique de l'Est. Les Européens commencent à arriver un peu sur la tête, sur le devant de la scène. Et surtout, Jacob, il est plus sur le devant de la scène, il écrase la scène complètement. Il est, pour moi, à mon sens, l'un des meilleurs coureurs de tous les temps. J'ai pas peur de le dire. Certains disent qu'il n'a pas encore fait tout ce qu'il avait à faire pour être vraiment le plus grand, notamment le record du monde du 1500 mètres. Mais pour autant, moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il gagne, etc., ça m'impressionne. Et c'est surtout son enchaînement dans les championnats, tout ce qu'il fait. Je me dis comment il fait. Enfin, c'est fou parce que moi, en termes de récupération, je fais le 5000. Pourtant, je m'entraîne quand même. Je suis un athlète de haut niveau. J'ai l'habitude, je m'entraîne 12-13 fois par semaine. Et le lendemain, je suis découpé. Et eux, quand ils font 1500, 5000, ouah, je me demande comment ils font. Et en plus, le fait d'être malade aussi, parce qu'ils disaient au championnat du monde qu'il était malade, je trouve ça incroyable. Et justement, ça tombe bien que tu en parles parce que dans l'équipe, il y avait une citation, Jacob avait été interviewé et justement, il avait mentionné ta méthode d'entraînement à toi. Ouais. Il jugeait que ta méthode d'entraînement, souvent, il voyait passer des posts sur Instagram où il avait l'impression que tu t'entraînais trop dur. Ouais. Déjà, première question, comment est-ce que tu as pris cette déclaration venant de lui, sachant que pour toi, tu l'estimes comme l'un des meilleurs coureurs de tous les temps? Comment tu as pris cette citation? Tu l'as mal pris ou finalement tu as pris ça comme un conseil et tu vas t'en servir pour la suite? Non, pas du tout. Je l'ai pas mal pris parce que ça veut dire qu'il regarde quand même ce que je fais. Donc, c'est qu'il me respecte aussi. Et ça fait plaisir. C'est pas mon idole, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour autant, moi, comme je le dis, je trouve que c'est c'est l'un des plus grands coureurs de tous les temps et ça deviendra le plus grand coureur de tous les temps, à mon sens. Et le fait qu'il regarde et qu'il dise ça dans les médias, bah, ça pose un peu de respect sur mon travail. Donc moi, ça me fait plaisir. Mais pour autant, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Et il a certainement raison sur la façon de vouloir souvent aller vite en séance, faire la guerre à l'entraînement. Parce que sur les années d'avant, j'ai bien vu que ça me coûtait trop d'énergie mentalement pour finir une fin de saison. Cette année, je l'ai un peu moins fait. Je l'ai encore fait quand même. Mais ouais, c'est facile aussi pour lui de dire ça quand tu sais que tu es l'un des meilleurs coureurs du monde et que tu arrives en championnat. Lui, il sait qu'il va pouvoir batailler. Et moi, pour arriver avec des grosses armes et devoir me batailler avec des mecs comme eux, il faut quand même qu'à l'entraînement, je sache si je suis capable d'y aller au combat. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vais aussi vite. Mais il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Certes. Après, il a sa méthode bien à lui de travail. Nous, on a notre méthode. Je pense que les deux méthodes, elles fonctionnent. Mais c'est un conseil que j'ai pris avec beaucoup de plaisir. Et justement, comment tu l'expliques un petit peu cette capacité d'enchaînement chez Jacob et même chez d'autres, parce que d'autres aussi l'ont fait? C'est, tu penses, l'accumulation des kilomètres? Lui, il avait l'air de mentionner que lui, il arrive à monter à des semaines à 190, 200 km par semaine, quasiment quotidiennement. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que c'est ce qui te manque pour arriver à ce niveau-là et en même temps réussir à garder la vitesse? Parce que tu parlais aussi de la problématique du 1500 mètres. Ouais. Comment tu l'expliques, toi, un petit peu cette manière qu'ils ont d'enchaîner comme ça? Bah, c'est ça qui est fou, c'est que ils font des kilomètres, mais en même temps, ils ont une force presque de coureur de sprinter dans les jambes. Ça, c'est fou. Moi, comment je l'explique, c'est que moi, pour l'instant, je pense que je suis plutôt aux alentours à l'année entre 130 et 140 de moyenne. Eux, tu l'as dit, ils sont à 180 de moyenne. Mais ce qui est bien, c'est que ça me laisse encore une marge de progression. Et chaque année, j'augmente de 10, 20 à peu près mon kilométrage à l'année. Et c'est aussi ce qui fait que je ne me blesse pas, c'est qu'on y va progressivement.
Là, je commence à arriver vraiment dans le très très haut niveau. Et pour autant, leur méthode, elle est intéressante pour l'instant. Moi, j'y connais pas grand-chose sur leur méthode. Je vais rien changer pour Paris 2024, mais il se peut qu'après Paris 2024, je me pose des questions sur leur méthode de travail pour essayer de voir si ça peut fonctionner aussi sur moi. Quand tu parles de leur méthode de travail, c'est le phénomène de mode qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le lecteur de lactatémie. Ouais. Est-ce que c'est peut-être cette méthode-là que tu parles? Et si oui, est-ce que toi tu l'utilises à l'entraînement? Je t'ai vu plusieurs fois l'utiliser à l'entraînement. Ouais. Est-ce que c'est un facteur selon toi qui est important pour mieux maîtriser son entraînement et du coup progresser? Ou finalement tu sens pas que ça t'a apporté une aide assez considérable dans ton entraînement? Si, ça permet vraiment d'avoir une analyse ultra complète avec les ressentis psychologiques et les ressentis physiologiques. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que la machine, elle triche pas. Et parfois, tu peux dire j'ai pas de jambes, je suis cuit. Et au final, on te pique, on prend ton sang, on la met dans la petite machine et on voit qu'à l'intérieur de toi, tout se passe bien. Et ça m'est arrivé des fois de dire putain, je suis pas bien aujourd'hui. Sauf qu'au final, c'était dans ma tête et dans mes jambes, mais physiologiquement, tout allait très bien. Et donc, ça permet de contrôler un peu plus l'entraînement et d'adapter sur la séance en instantané. De dire accélère, ralentis, on remet un bloc de plus, attention là t'es trop élevé, t'es fatigué, Jimmy, c'est pas grave, on va pas faire ce bloc là, on récupère. Et ça permet surtout de tenir dans le temps et de contrôler un entraînement ultra professionnel sur le long terme. Pour rester un petit peu sur la partie entraînement, avant de rebasculer un petit peu sur la saison 2023 que tu as vécue et la prochaine saison 2024, est-ce que maintenant, hormis la partie entraînement qui est du coup tu peux encore un petit peu progresser au niveau du kilométrage, il y a encore des choses à mettre en place comme tu l'as dit, est-ce que autrement à côté tu fais tout bien? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Est-ce que tu as un diététicien? Est-ce que tu fais attention à la récupération? Comment tu organises un petit peu cette à côté? Sachant que comme tu l'as dit, tu t'entraînes entre 12 et 13 fois semaine, donc 2 fois par jour. Comment tu organises ça? Non, vraiment, j'ai vraiment progressé sur ce côté, entre guillemets, invisible de la préparation. Sommeil, alimentation. Parfois, on se dit que c'est pas assez bien, mais quand aussi on regarde autour de nous, on se dit qu'on fait les choses bien. Donc des fois, je suis tellement dans ma bulle que je me dis je peux faire les choses mieux, mais pour autant, je pense que je les fais déjà très bien. Je mangeais aucun légume il y a encore 2 ans parce que dans mon éducation entre guillemets culinaire, j'ai pas été habitué à manger des légumes. Malheureusement, je suis dans une famille du Nord, il fait froid dans le Nord, donc c'est plutôt des frites quasi tout le temps, et donc les légumes on oublie un peu. Mais ouais, ces derniers temps j'ai fait un peu plus attention à ce côté alimentation, mieux manger. Généralement je dors à chaque fois avant minuit, même parfois avant 23h. Je fais minimum des nuits de 9h, sinon je suis fatigué. Je fais des siestes de 1h, 1h30, voire 2h l'après-midi. La récup, j'ai un kiné qui me suit quasiment à temps plein partout où je vais. Je me suis constitué avec une belle équipe, la Lions Track Club, avec dedans, comme je le disais tout à l'heure, François Chiron, scientifique dans l'optimisation de la performance. Donc pareil, je consomme du jus de betterave avant les compétitions, je bois énormément d'eau avec des sels et minéraux pour la récupération, etc. Et donc je pense j'ai bien progressé sur ce côté invisible de la préparation, et c'est vraiment bien calibré et professionnel. Et niveau outils de récupération, est-ce que tu utilises par exemple des bottes de pressothérapie? Est-ce que tu vas faire du bain froid? Comment tu organises ça aussi de ce côté-là? J'en ai. Après, pour être tout à fait transparent avec toi, je les mets pas tout le temps. Je devrais les mettre un peu plus souvent. Là, le bain froid aussi, c'est quelque chose que j'utilise, mais pas assez à mon sens. Et tout simplement parce que ça me fait tellement mal aux pieds à chaque fois, j'arrive plus à marcher après. Mais ouais, le bain froid, c'est un outil incroyable à mon sens pour la récupération, et je devrais le faire un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, parce que je me dis que si dans l'entraînement, je travaille avec les jambes à chaque fois fatiguées, que je fais pas le bain froid pour récupérer pour la séance d'après, je vais avoir les jambes qui seront forcément fatiguées, et je vais apprendre à travailler dans la douleur et dans la fatigue, et que quand je vais arriver en compétition, juste avant la compétition, si je mets toutes ces choses-là en place sur les 8-10 derniers jours, ça va me faire vraiment encore plus récupérer, ça va me donner un effet un peu boost. Mais c'est plus aussi sur le côté prévention de blessures, de faire du bain froid, etc. Mais moi, pour autant,
comme je le dis, et d'ailleurs ma copine dit que limite je suis un robot, je suis fait en pierre, j'ai mal nulle part. Je fais des saisons pleines, le cross, la route, la salle, l'été, etc. Pour autant, je me fais aussi un petit peu plaisir à côté. Je sais quand je suis en vacances faire la fête avec mes amis, je sais me faire plaisir au niveau alimentation, etc. Et tout ça crée un bon équilibre et c'est important, l'équilibre psychologique, il est ultra important dans le monde du haut niveau. Et on peut le voir, hein, il y a plein d'athlètes malheureusement qui peuvent être affectés par ça et mettre fin à leur carrière. Et moi, pour ma part, je fais très attention à ce côté psychologique dans la préparation, de savoir m'écouter, écouter son corps et savoir se faire plaisir parce que j'ai l'ambition de faire une carrière assez longue et c'est très très important. Ça veut dire que même dans le sport de haut niveau, au niveau où tu as réussi à atteindre, ça reste quand même du plaisir. C'est, je pense, beaucoup d'attentes, beaucoup de stress, mais ça reste quand même du plaisir pour toi? Ah, bien sûr, ça reste du plaisir, mais comme je le dis, moi je relativise. Tu sais, je viens d'un quartier du chemin vert j'ai grandi dans une cité qui était difficile. J'ai vu des choses difficiles sans me plaindre, juste en disant la sincère vérité. C'est que moi, quand je voyais mon grand-père se lever tous les matins à 3 h du matin pour aller débarquer les caisses de poissons dans les bateaux, j'ai voulu une fois aller avec lui pour gagner un peu de sous. Je sais ce que c'est le monde ouvrier, le monde du travail. J'ai déjà aussi travaillé un petit peu dans le bâtiment. Et moi, quand je fais de la course à pied, quand j'ai pas envie, je relativise. Et en fait, ça donne encore plus de beauté, entre guillemets, à ce sport. Et c'est pour ça que je l'aime autant et que j'ai appris à l'aimer, parce que je viens du milieu du football. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait du football. Et là, je trouve que ouais, la course à pied, ce qui est beau, c'est toute la préparation, quand ça se passe mal aussi, quand ça se passe bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens avec qui tu partages, avec qui tu t'entoures. Et moi, ce côté me fait vraiment à chaque fois kiffer. Et ouais, non, moi j'adore ce que je fais. Bien sûr, il y a des matins où t'as pas envie, mais quand tu regardes sur le calendrier l'objectif qui est fixé, ça te donne vite envie d'y aller. Et puis quand je vis des moments comme Riga que j'ai vécu là, ou mon premier titre d'ailleurs de champion d'Europe espoir à Saint-Morin, où je visais un top 10 et je me retrouve dans le dernier 1000 mètres avec Yeman Kripa et au final je franchis la ligne en première position alors que pas, j'y pensais pas, mais je me disais que c'était peut-être pas l'heure. Et au final, à la fin, je passe de vouloir faire un top 10 30 minutes plus tôt à être champion d'Europe. Et ouais, c'est ce côté, là que j'aime, c'est que dans l'athlète, tu es, à mon sens, ton propre adversaire et tu peux, par tes propres moyens, aller chercher tes propres résultats. Et je trouve que tu peux changer ta vie du jour au lendemain, en fait. Et je trouve que ce sport, il est accessible à tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il est aussi concurrentiel, parce que parfois, pas ça me fait rire, mais on vient dire qu'il n'y a pas beaucoup de médailles dans le demi-fond, il n'y a pas beaucoup de médailles dans l'athlétisme, mais c'est un sport qui est ultra concurrentiel. D'autres sports, il y a 20 pays qui le pratiquent. Nous, on est je sais pas combien, je pourrais même pas te dire, je pourrais te dire de conneries, mais on est très, très nombreux et c'est ce qui rend ce sport encore plus beau. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de prononcer à l'instant, on a vu pendant les mondiaux de Budapest énormément de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Nous, on les a constatés chez nous aussi, négatifs auprès de l'équipe de France. On avait presque l'impression que certains ils souhaitaient le malheur, ils souhaitaient qu'on reparte avec 0 médaille. Ouais. Comment toi tu vis ça en tant qu'athlète de l'équipe de France? C'est quelque chose que tu vis mal ou justement au contraire tu te dis tu vas tout faire pour essayer de les faire mentir? C'est typiquement français ça, de cracher sur ses propres, entre guillemets, pour moi, frères, parce qu'on est tous des frères et sœurs. Pour moi, je pense que ouais, quand je vois les messages sur les réseaux sociaux, ça me dérange un peu quand même, ça me chagrine parce que d'être méchant gratuitement, je comprends pas le principe. Et moi, ça me fait suer. Et quand j'étais plus jeune, je répondais. Mais bon, maintenant, je peux plus me permettre de répondre. Déjà, il y aurait trop de monde à qui répondre et à qui il faudrait refaire parfois l'éducation. Et ça, je peux pas être leur père. Et c'est surtout qu'il faut que je me concentre sur ma carrière. Mais ouais, si, ça fait mal parce que tu te dis, on représente la France. On est là pour mouiller le maillot pour l'équipe de France. Bien sûr que nous, si on peut aller la chercher, la première place, on va pas se priver en fait. Et
Et quand on voit des messages négatifs, on se dit aussi que c'est trop facile pour eux de parler dans leur canapé avec une boisson à la main et un paquet de chips. Et j'aimerais bien les voir à ma place. Et d'ailleurs, pourquoi eux ne sont pas à ma place? C'est tout simplement qu'ils ne sont pas capables d'être là où je suis moi. Et donc, parfois, il faut relativiser et te dire, en fait, ils parlent. Et parfois, ce qui me fait rire, d'ailleurs, sur Facebook aussi, c'est que les gens qui parlent, à chaque fois, ils ont tout le temps une photo de profil avec une mouette ou un oiseau. Ils s'appellent, ils ont des noms bizarres et tout. En fait, parfois, il faut faire attention parce que ça peut être des gamins de 9 ans qui savent pas trop de quoi ils parlent juste pour mettre des messages négatifs comme ça. J'étais sur TikTok il y a pas longtemps, je commençais à mettre des trucs et je suis vite sorti quand même de là parce que il y avait des gamins qui mettaient des messages et ils comprenaient rien du tout et ça m'affectait. Et je me dis, mais comment tu peux être affecté avec un message d'un gamin de 10 ans qui a rien vécu et qui dit n'importe quoi en fait. Et donc, si ce côté négatif, toujours à vouloir rabaisser les autres ou critiquer les autres, ça, j'aime pas. C'est bizarre parce qu'on a beaucoup entendu tout au long de la saison que le niveau, notamment spécifiquement le demi-fond français, il se portait très bien. On a vu qu'il y a eu une grosse densité sur quasiment toutes les épreuves, que ce soit notamment avec le 800 mètres et le 1500 mètres. Comment toi tu le vis, cette hausse du niveau? Est-ce qu'à un moment ça t'a fait peur pour ta propre place? Comment tu vois cette hausse et cette densité dans le demi-fond français? Non, ça va tous nous tirer vers le haut. Moi, ce que je souhaite à chaque fois à mes adversaires européens ou même mondial ou même au niveau national, c'est que tout le monde progresse parce que c'est eux qui vont me faire progresser. Si à un moment donné, il n'y a personne qui vient te titiller, tu peux rester dans ta zone de confort et ça ne te fera pas progresser. Alors que quand il y a des mecs qui progressent et qui viennent et qui disent ah, moi aussi, je veux être à ta place, tu ne te laisses pas faire. Et je pense que ça fait progresser tout le monde. Et pour autant, sur la piste, moi, j'ai envie de démonter tout le monde. Mais dans la vie de tous les jours, vous pouvez demander à ma copine, je suis tout le temps devant la télé en train de regarder tous les meetings, toutes les courses. Quand il y a quelqu'un qui réussit, je suis le premier à envoyer un message, bravo, continue, etc. Parce que ça coûte rien et ça va pas non plus l'aider à progresser. Mais je pense que pour moi, quand on peut être gentil avec les gens gratuitement, il faut pas hésiter à le faire. Et justement, est-ce que ça te titille que j'ai le même record personnel que toi sur 1500 mètres maintenant? Ça, c'est ouf, ça m'a fait suer. Je me suis dit, putain, l'escroc, il m'a livré la semaine, même pas 3 jours avant. Je fais 3,33,90, c'est toi qui me payes merveilleusement bien. Et d'ailleurs, tu rentres après à Nancy dans la course que tu rentrais pas parce que je m'étais engagé si tu me faisais lièvre, à essayer de te faire rentrer à Nancy et parler pour toi. T'es rentré dans la course et derrière tu fais 3,33,90, mais c'est bien, tu m'as quand même respecté, t'as pas fait 3,33,89, donc je te remercie pour ça. Mais ouais, non, c'est fou et c'est aussi pour ça qu'on aime l'athlète, c'est que dans ce sport, tout est possible. Je pense que la semaine d'avant, ça fait longtemps que tu sais que tu es capable de courir très vite. Je m'en rappelle quand on était au Kenya, dans la préparation, tu disais que si les choses ne se mettaient pas en place, peut-être que tu allais arrêter parce que c'est beaucoup de sacrifices, etc. Et au final, là, ça s'ouvre à toi. Tu fais 3,33,90, tu fais ta première sélection en équipe de France. Il y avait les Jeux Med, mais bon, tu as été malade, donc elle n'a pas été officialisée. Mais non, ouais, c'était fou. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que beaucoup du coup disent ah, mais pas t'es un influenceur, mais limite ils te prennent pour un journaliste, etc. Et moi, je t'ai vu comment tu t'entraînais au Kenya. Je dis les gars, c'est pas que un journaliste, c'est avant tout un athlète. Je peux dire ce qu'il fait au Kenya, comment il s'entraîne au Kenya. Vous êtes pratiquement pas capable de faire ce qu'il fait. Et au final, derrière, quand tu as fait ça, je pense que quand tu as fait ton record, ça a fait suer plein de monde. Mais pour autant, moi, j'ai kiffé parce que t'es arrivé. Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est que t'aides les gens à réussir dans la performance et derrière, après, t'es aussi récompensé. Et je pense que c'est pas anodin que tu fais ces résultats. C'est très gentil comme message, c'était pour la petite aparté. Et justement, tu as relancé cette préparation au Kenya. Moi, ce que j'ai constaté au Kenya, c'est qu'on en a pas mal parlé ensemble. Du coup, tu es coaché par 2 entraîneurs. Ouais. Arnaud Dignel, ton coach de toujours, et Adrien Taouji, qui t'a rejoint il y a quelques années. Mais j'ai remarqué que tu as quand même t'as besoin d'intervenir dans ton entraînement. Parfois, tu sais ce que tu as besoin de faire et ce que tu n'as pas besoin de faire. Comment tu arrives à gérer ça? Du coup, vous êtes un trio à 3 pour gérer cet entraînement. Comment ça se passe? Déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été un peu leader à prendre les choses en main, etc. J'attends pas que les autres fassent le job pour moi.
Pour autant, moi, ma mission, c'est d'être un athlète et pas d'être un entraîneur. Mais pour autant, ça reste ma carrière et je suis investi dans ma carrière. Je fais totalement confiance à mes coachs. Mais pour moi, c'est important de ne pas se laisser entraîner comme un âne, faire tout ce qu'il y a sur le plan d'entraînement et rien dire, pas parler. Moi, je suis énormément, même dans la communication avec mes coachs. Parfois, je les vois à l'entraînement et je passe encore 1 heure dans la journée au téléphone avec eux en train de discuter de plein de choses et tout. Et ouais, non, c'est important de faire les feedbacks avec le coach sur comment la séance s'est passée, les sensations un peu du moment. J'ai besoin de faire un peu plus de kilométrage parce que je sens que je suis un peu juste sur les séances. Les séances me semblent un peu longues, etc. Et puis aussi comme je le disais, sur l'énergie mentale, c'est important de parler avec les coachs parce que derrière, ils peuvent aménager le plan d'entraînement, te mettre un repos quand il faut, etc. Et du coup, je pense que c'est ce qui crée l'équilibre de la performance. Et ça, c'est la partie entraînement physique. Je te pose la question, je ne connais pas la réponse, mais est-ce que tu as quelqu'un qui intervient pour ta préparation mentale? Est-ce que tu en estimes avoir besoin? Est-ce que tu en as eu besoin dans le passé? Comment tu gères cette partie-là qui, on sait, est de plus en plus importante, notamment dans le sport de haut niveau? Non, moi, ma préparation, j'ai pas de préparatrice mentale ou préparateur mental, tout simplement parce que pour moi, ce qui fait ma force, c'est ce que j'ai vécu étant jeune et c'est vraiment ça ma préparation mentale. Il y a un mot que je garde dans ma tête, c'est relativiser. Relativiser sans cesse, sans cesse, sans cesse. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est important pour moi. Et quand ça se passe mal, je me dis, mais des courses, mon gars, t'as prévu de courir jusqu'à tes 45 ans, il va y en avoir. Donc, ça m'enlève un stress négatif et ça augmente le stress positif en me disant que j'ai rien à perdre. J'ai plutôt tout à prouver, tout à gagner. Et ça me booste et ça me donne envie d'aller chercher la performance. Et je pense qu'à partir du moment où tu es un peu en paix avec toi-même, que tu sais que tu as fait les choses nécessaires à l'entraînement pour réussir et que tu as respecté ton corps et ton esprit, je pense que sur la compétition, tu arrives et tu n'as aucun doute. Et en tout cas, pour ma part, ça se passe comme ça. Pour d'autres, on est tous différents. Par exemple, ma copine, elle a une préparatrice mentale et elle en a besoin. Et pour autant, moi, je ne ressens pas spécialement, à l'heure actuelle en tout cas, le besoin. Mais comme je dis assez souvent, j'ai rarement eu de déconvenues. Je suis plutôt très, très, très bien toute l'année. Je fais quasiment tous les objectifs que je me fixe, j'arrive à les atteindre. J'ai eu vraiment quelque chose qui m'a fait mal, c'était les championnats d'Europe de Munich sur 10 000 mètres. Parce que j'y allais pour essayer de remporter le titre. Je finis 4e. Et ça a été vraiment le premier coup dur de ma carrière. Et derrière, je suis parti en vacances. Je suis parti 4-5 semaines en vacances sans courir. Quand j'ai repris, je ne mettais plus un pied devant l'autre. J'ai pris peut-être 9 kilos parce que j'avais besoin de penser à autre chose et de me faire plaisir. C'était peut-être trop dans l'excès. Mais pour autant, on voit que cette année, je l'ai réussi merveilleusement bien. Tout simplement parce que peut-être j'ai fait ce gros break cet été qui m'a permis de tenir toute la saison. J'ai recommencé la saison en septembre. On est en septembre, 1 an après. J'ai couru toute la saison. Je me suis quasi pas arrêté. J'ai pris peut-être, max dans la saison sur les 1 an, 10 jours de vacances. Et là, quand ils m'ont arrêté après Riga, je voulais encore aller courir aux 20 km de Paris. Les coachs, ils ont dit, allez, tu t'en vas, tu pars en vacances. Il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont arriver très, très rapidement. Et c'est bien d'avoir la dalle, mais garde-la comme frustration pour les prochaines courses. Et justement, ça m'a un petit peu surpris de devoir prendre le départ des championnats du monde à Riga, parce que c'était quand même quasiment un tout petit peu plus d'1 mois après les championnats du monde de Budapest, qui était, je pense, l'objectif, le sommet de cette saison. Comment tu expliques que tu n'as pas coupé du coup entre ces 2 championnats et que tu as eu les ressources, alors que l'année dernière, c'était l'inverse? Je me rappelle au micro de France TV, tu avais dit que justement tu étais sorti de la saison 2022 épuisé, Ouais. et tu étais arrivé au championnat du monde fatigué, Ouais. mais notamment à Munich aussi. Ouais. Comment tu expliques qu'il y a une telle différence entre la saison 2022 et la saison 2023 là? C'est tout simplement que j'ai appris de mes erreurs. On a discuté avec les coachs. J'ai reçu un appel après Munich qui m'a surpris. C'est Bob Tari,
qui m'a appelé. Il m'appelle jamais dans la réussite, il m'envoie jamais de message, mais parce qu'il m'a dit t'en as pas besoin, j'ai pas besoin de t'envoyer de message pour te dire ce que t'as à faire et si tu le fais les choses bien, mais par contre quand tu fais les choses mal, je peux me permettre de te le dire. Donc on a discuté, j'ai trouvé que c'était très gentil de sa part et il m'a donné quelques petites idées que j'ai réussi un peu plus à mettre en place, notamment éviter de trop courir. Cette année, à mon sens, avant d'arriver en tout cas sur la saison estivale, j'avais pas trop couru. J'ai fait un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et les France de cross, c'est tout ce que j'ai fait cet hiver. Et pour moi, c'était pas trop et c'était surtout ludique de pas rester sur la même distance et de faire 5, 10 semi-marathons et finir avec les France de cross. Et je pense que mentalement, je suis arrivé sur cette saison estivale avec un niveau de fraîcheur optimal pour tenir toute la saison. Et même, je trouve qu'elle est passée trop vite. Et le fait aussi de commencer par le 1500 et monter sur le 5000 et finir avec le 10 000 à Bruxelles, il y avait toujours ce petit truc de allez, on a passé la préparation 1500, on bascule sur la préparation 5000. On a fait la préparation 5000, on bascule sur la préparation 10 000 et on a fini avec le semi-marathon parce que j'avais aussi envie de courir. Mais par contre, il faut aussi faire des choix. C'est-à-dire que là, j'ai fait les championnats du monde de semi-marathon. Mais je ne ferai pas les championnats d'Europe de cross qui arrivent très prochainement à Bruxelles. C'était un choix. Si je ne faisais pas Riga sur semi-marathon, j'aurais fait Bruxelles au championnat d'Europe de cross. Sauf que là, j'ai fait le choix de faire les mondes à Riga. Aussi pour préparer aussi, pourquoi pas, prochainement la transition sur marathon. Mais ce sera d'ici peut-être 3-4 ans mon premier marathon, mais on commence tout doucement à travailler les courses de championnat sur semi-marathon. Ça tombe bien que tu parles de Bruxelles. Bruxelles, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as fait un gros 10 000 mètres là-bas, Ouais. aux alentours de 27-25 ouais, c'est ça. de mémoire. Ouais. Le record de France du 5000 mètres, il t'a réussi à Monaco en 12 minutes 56. Du coup, tu as mis 3 secondes à ce record de France. Ouais. Mais avant ça, on avait l'impression que les records de France, c'était un petit peu la chose maudite pour toi. Tu avais manqué celui du 2000 mètres en salle il y a 2 ans. Je pense que cet hiver, je sais pas, on n'en a pas discuté, je pense que cet hiver, tu avais en tête celui du 10 km sur route. Ouais. Peut-être aussi celui éventuellement du semi-marathon ce week-end, ça aurait pu tomber dans une autre physionomie de course. Ouais. Est-ce que ces records de France, c'est quelque chose qui te motive, tu as envie d'aller chercher ces records-là? Oui, Ou t'es plus dans les médailles, ou comment tu analyses ça? Surtout que Julien Wanders a mis la barre assez haute. Les records de France dit record d'Europe, donc ça c'est assez fou. C'est qu'on a le recordman d'Europe pas dans notre pays, parce qu'il y a une particularité, c'est qu'il est suisse, il court pour la Suisse, mais il a la double nationalité, pardon, et du coup il est franco-suisse. Et en France, tu peux courir pour la Suisse et avoir aussi les records de France. Donc, bon, c'est assez bizarre. Il n'y a pas tout le monde qui comprend. Moi non plus, d'ailleurs. Et Julien Wanders non plus ne comprend pas. Et d'ailleurs, c'est pas qu'il s'en fout des records de France, mais moi, j'ai déjà discuté avec lui. Il a jamais revendiqué les records de France? Non, jamais. Il a jamais revendiqué les records de France. Et donc, en fait, il a mis la barre assez haute. Et c'est ce qui donne envie de battre ses records. C'est que c'est aussi un record d'Europe. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour autant, pour l'instant, c'est pas encore, je les ai pas encore battus. Je pense que j'ai le niveau pour les battre, mais il a tellement mis la barre assez haute qu'il faut que tout soit optimisé, tout soit au rendez-vous. Et pour l'instant, c'est pas encore l'heure. Ça viendra, je l'espère pour moi. En tout cas, je travaille pour. Mais en tout cas, il a mis la barre tellement assez haute que je peux pas rester dans mon fauteuil et regarder la télé sans vraiment m'entraîner avec sérieux. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais là, pour la petite histoire, du coup, à Bruxelles, sur 10 000 mètres, je me trouve jamais d'excuses, mais je pense que j'avais le Covid à Bruxelles, quasi une certitude. On est tous rentrés de Riga, de Budapest. Quasi tout le monde a eu le Covid. Bon, c'était pas un gros Covid, mais pour autant, j'avais très très mal à la gorge et au niveau des poumons, ça respirait quand même moyen. Bon, j'arrive à faire 27-25 dans ces conditions, mais aussi ce qui me manque aussi, je pense que
Là, j'arrive dans un niveau qui est intermédiaire entre le bon niveau européen et le très haut niveau mondial, et je suis entre les deux. Et donc, vu que je veux courir des gros chronos, je suis obligé de partir avec les Africains. Généralement, ça passe trop vite pour moi, et c'est pas une course qui est optimisée de A à Z avec les bons temps de passage à respecter. Et généralement, pour l'instant, je craque parce que je suis pas encore assez fort pour courir sur ces bases-là. Mais pour autant, je pense que si vraiment je fais une course montée de A à Z sur les bases du record de France du 10 km route, c'est atteignable, qui est le record d'Europe aussi. Sur 10 000 mètres, c'est quasi une certitude. 27-17, je ne comprends pas que je ne les ai pas encore fait. Je dois vraiment les faire, surtout sur la piste. Tu vas plus vite sur la piste que sur la route, à mon sens. Et non, c'est une question de temps. Il faut être patient et continuer à travailler. Aussi respecter ses records, parce que c'est des records qui sont monstrueux. Mais je pense que j'en ai les capacités. Et pour la petite précision, à Bruxelles, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faisait 30 degrés, que vous avez couru à 19h, donc ce n'était pas non plus les meilleures conditions possibles. Ouais. Et pour la petite aparté, du coup, on est venu là-dessus, ce n'était pas forcément prévu. On voit que Julien Wanders, après tous ces records-là, il a quelques difficultés. Maintenant, on a du mal à le revoir sur le devant de la scène. Ouais. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu en as déjà discuté avec lui? Comment il vit ça? Et est-ce que tu n'as pas cette crainte-là que ça t'arrive aussi à toi? Non, ben moi, comment je l'explique? Déjà, je lui souhaite de tout cœur de revenir au meilleur niveau, parce qu'il a fait les belles heures de l'athlétisme européen, et c'était un plaisir de le regarder à chaque fois courir, parce qu'il avait une ténacité et même une envie débordante à chaque fois d'aller de l'avant et tout, donc c'était sacrément cool de le regarder courir. Pour autant, je pense que il va revenir à un très bon niveau. Après, revenir à son très très haut niveau, ça je ne sais pas. Mais moi, comment je l'explique? Je pense que ça fait longtemps qu'il vit au Kenya. Il fait quand même beaucoup de bornes, beaucoup de kilomètres depuis très jeune. Et je pense qu'à un moment donné, son corps, il a eu un trop-plein, entre guillemets, et il lui donne plus que ce que Julien demande. En tout cas, mentalement, Julien, je pense qu'il demande des résultats à son corps que son corps ne peut pas lui donner actuellement, mais qu'il pourra peut-être lui redonner après. Mais ouais, je pense que là, c'est dommage pour lui de traverser cette période. Mais pour autant, ouais, je pense qu'il va revenir à un très bon niveau. C'est juste une question de temps, mais il faut qu'il apprenne à s'écouter un peu plus. Après, c'est que mon idée à moi. Je suis pas Dieu pour savoir ce qui va lui arriver, mais en tout cas, je lui souhaite de tout cœur. Et justement, en parlant du Kenya, tu es venu plusieurs fois en séjour au Kenya, et plus précisément chez nous au Renix Athletic Center. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du Kenya? Est-ce que c'est un endroit, une destination de stage que tu privilégies? Est-ce que ça va être le cas de nouveau en 2023-2024? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu du Kenya et de l'entraînement là-bas sur place? Moi, je pense que ça te permet vraiment de te reconnecter et d'avoir les pieds sur terre et de penser qu'à une seule chose, l'entraînement, et de ne pas avoir à penser tous les à côté. Ouais, et puis c'est aussi des découvertes. Il y a notamment au Renix, ce qui est cool, c'est que les amateurs comme les sportifs de haut niveau se côtoient, et ça, c'est plutôt cool pour nous aussi de sortir un peu de ce truc que haut niveau, et de rencontrer par exemple un boucher qui va venir s'entraîner une semaine au Renix Athletic Center, avec qui on va discuter et qui court à 6,30 au kilo, et avec qui on peut partager 1 ou 2 kilomètres sur le début, parce que moi, pour ma part, courir à 6,30 au kilo, ça me sert pas à grand chose dans ma préparation, mais je trouve ça plutôt cool. Et puis c'est surtout, après, c'est en altitude, les parcours ils sont fous, et ouais, ça permet de te reconnecter avec la vie. Ça fait du bien de retourner un peu aux sources, aux bases de ce que j'avais pas quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, j'avais pas grand chose, et j'étais tout à fait heureux. Et là-bas au Kenya, il n'y a pas grand chose, mais on a tous les jours, on a la patate, on a le sourire, on est content, et ouais, on relativise quand même beaucoup quand on court dans des chemins et qu'on voit des petits marcher à pieds nus sur le bord du chemin et tout. C'est vraiment une expérience incroyable.
Et je pense que moi, tous les ans, j'essaie d'y aller minimum une fois parce que aussi quand je rentre, je me sens en super forme avec l'altitude et tout. Je me sens vraiment bien et ouais, j'y vais retourner cette année sûrement en mars avec un partenaire à moi parce que j'organise une journée partenaire à Boulogne prochainement. Et l'équipe qui remporte le tournoi interentreprise gagne un séjour tout frais payé chez toi au Renix Athletic Center. Donc je vais débarquer avec 10 personnes en plus dans mes bagages pour le mois de mars. Et justement, tu parlais un petit peu de... On sait que tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des moments où c'est très calme. Est-ce que par exemple là, avant les mondiaux de Riga sur route, on a vu qu'il y a eu une période calme un petit peu sur tes réseaux sociaux, alors qu'en général tu communiques beaucoup. Est-ce que parfois tu as besoin d'un peu de te couper de ces réseaux sociaux? On sait qu'il y a quand même quasiment 150 000 personnes qui te suivent, notamment sur Instagram. Ouais. Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Est-ce que parfois tu as besoin de faire une pause et ça te fait du bien? Pas spécialement de faire une pause, c'est plutôt au feeling. Il y a des fois, j'ai envie de plus utiliser les réseaux comme des fois, c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'y pense pas, c'est que j'ai trop de choses à faire à côté. Je fais énormément de choses à côté en dehors de l'athlétisme. Enfin voilà, je suis beaucoup en contact avec ma famille, je les accompagne, je les aide. J'essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux pour eux et que eux aussi évoluent, parce que moi j'ai évolué, mais j'essaye de faire en sorte que ma famille aussi évolue. À côté, j'ai voilà, l'ambition de commencer à investir un petit peu dans ma vie personnelle, d'acheter des appartements pour me mettre à l'abri pour plus tard. Et du coup, tout ça, ça prend un peu de temps, surtout que moi j'ai 50 000 projets à chaque fois, et donc ça prend énormément de temps, et des fois j'oublie les réseaux sociaux, pas parce que j'ai pas envie d'y aller, c'est tout simplement que j'ai pas le temps. Et justement, tu nous parlais avant de plaisir allié avec le haut niveau. On sait qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau et d'athlètes de haut niveau qui souffrent au niveau financier, qui n'ont pas forcément les revenus qui vont avec. Toi, à ce niveau-là, comment tu te situes? Est-ce que tu te situes dans le haut du panier, t'es pas à plaindre, ou justement, est-ce que tu manques de soutien financier? Ah non, moi tout à fait, je suis vraiment pas à plaindre. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis super bien accompagné. J'ai des partenaires qui m'accompagnent sur la longue durée. J'ai beaucoup de partenaires du coup qui demandent à m'accompagner. Du coup, ce qui fait aussi que je suis obligé de filtrer. Et c'est un peu, on va dire, entre guillemets, comme l'offre et la demande. Et donc du coup, avant, j'avais plutôt des petits partenaires au niveau financier. Maintenant, je peux me permettre, entre guillemets, de demander un peu plus de finances aux entreprises qui souhaitent m'accompagner. Et maintenant, on est plus dans une relation où ils m'accompagnent pas spécialement, enfin, ils me mettent dans les meilleures conditions, bien évidemment. Ça me permet par exemple, de créer une Lions Track Club, partir avec des athlètes en stage, avec un kiné, avec un photographe, avec deux coachs, un chercheur scientifique, etc. Donc, ça met en place tout ça. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je vends, entre guillemets, un peu plus à mes partenaires, c'est plutôt la proximité, la découverte du milieu très fermé du haut niveau, des conférences avec les entreprises. Par exemple, je vais dans les entreprises, je passe une journée avec eux, j'arrive au matin, on fait un petit footing, derrière on fait une conférence, on mange ensemble, et généralement, les collaborateurs des entreprises me suivent sur les réseaux sociaux et n'ont pas, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure, le privilège, je dis bien entre guillemets parce que ça peut paraître avec un manque d'humilité, et je tiens à le préciser. Et du coup, ouais, ils me posent des questions sur les réseaux, mais j'ai trop de messages sur les réseaux, je peux pas répondre, impossible. Alors que quand je vais dans l'entreprise, ils sont 50 devant moi, je suis sur le podium, ils lèvent la main, ils posent la question, je leur réponds avec vraiment toute transparente, et c'est ça que les entreprises aiment. Alors qu'avant, quand une entreprise m'accompagnait, c'était vraiment pour me payer tous mes stages essentiellement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus payer les stages, mais aussi payer, entre guillemets, l'image que je dégage et que l'entreprise peut aussi utiliser en contrepartie pour mettre en avant les bienfaits de l'accompagnement d'une entreprise pour un athlète de haut niveau. Et je pense, à l'heure d'aujourd'hui, si je suis bien soutenu, c'est aussi que je fais le taf, je mets les choses en place, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est important de bien communiquer sur les réseaux sociaux et de représenter les autres entreprises qui nous accompagnent. Et pour moi, c'est quand même un métier, il faut savoir le faire, et on ne peut pas cracher dans la soupe si on ne fait pas le taf aussi sur les réseaux. Si on dit ouais, j'ai pas de partenaire, mais qu'en même temps on ne publie pas, on n'essaye pas de se bouger les fesses et d'aller au contact des partenaires, mais pour autant il faut aussi que les partenaires jouent le jeu
comme je dis à chaque fois, ça peut être, ils peuvent passer par une association, ça peut être défiscalisé de 61% d'imposition, ça peut mettre un athlète dans les meilleures conditions. Et c'est surtout, moi, comme je leur dis, j'ai des partenaires. Je vais prendre un exemple, j'ai un partenaire dans le poisson, je lui dis je ne vais pas te faire vendre plus de poissons, c'est faux, je ne suis pas Cristiano Ronaldo, moi, je ne vais pas te faire vendre plus de poissons, mais pour autant, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y aura vraiment cette proximité et vous avez déjà, dans la plupart, les entrepreneurs réussi dans votre vie, vous avez mis des choses en place. Alors d'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'accompagner un athlète et c'est surtout sur la satisfaction personnelle que je leur dis que ils vont se réveiller des fois un matin et peut-être un jour, si je suis champion olympique, ils vont se dire putain, ce gamin, on l'a accompagné il y a 8 ans et il n'avait rien, aujourd'hui il est champion olympique. Et c'est surtout aussi, là je fais un appel sur les entrepreneurs, c'est que s'ils peuvent financièrement, pour eux, ils se disent que peut-être c'est trop compliqué de mettre en place ou ils se disent que ça va servir à rien alors que ça va aider énormément d'athlètes et surtout au niveau régional, c'est assez cool de le faire et surtout que on aide quand même quelqu'un du cru et moi j'ai notamment beaucoup de partenaires ici à Boulogne parce qu'ils adorent le gamin des cités qui est sorti de sa cité et qui essaye de bousculer les codes. Donc non, c'est important que les athlètes jouent au jeu mais aussi que les entrepreneurs essayent de faire bouger un peu les choses. C'est bien de faire le lien entre les partenaires et les Jeux Olympiques parce que c'est le sujet auquel je voulais venir. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, je pense que forcément c'est quelque chose qui te fait rêver, qui fait rêver tous les athlètes de haut niveau français. Comment tu vas gérer cette saison ? Est-ce que ton plan pour la saison 2023-2024 avec les courses l'hiver jusqu'à l'été, est-ce que tout est déjà planifié ? Est-ce que ça va être le cas incessamment sous peu ou est-ce que tu le fais à la sensation, si maintenant tu es bien cet hiver, tu vas programmer un 10 km ou un semi-marathon, comment elle s'organise un petit peu ta saison ? Non, généralement, j'aime bien programmer à chaque fois en début de saison, on se pose avec mes coachs, on discute. Généralement, on a un peu un visu sur 2 ans sur la programmation. Et là, on a déjà un peu le visu sur cette année, mais là, après mes vacances, je pars en vacances là dans quelques jours, et après mes vacances, quand je vais rentrer, on va vraiment officialiser la préparation et le programme, et on a déjà notre petite idée, mais on va l'officialiser prochainement, et au moins je saurai où je vais courir, et c'est important pour moi de savoir exactement quand est-ce que je dois être sur un pic de forme, et quand je peux m'entraîner normalement, et ouais, on programme les objectifs à l'avance. Et sans forcément spoiler sur la suite le déroulement de ta saison 2023-2024, Ouais. est-ce que, avant on parlait des records de France, est-ce que cet hiver on peut imaginer une tentative de record de France du 10 km sur route, du semi-marathon ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête ou finalement ces records-là, tu penses que ça va pas forcément être la bonne année pour les battre parce qu'il y a d'autres objectifs avec forcément cette ambition de médaille au JO de Paris 2024 ? Comme tu le dis, si ta question se porte sur ça, tu as un peu répondu à la fin parce que l'analyse est bonne. C'est que je pense qu'il ne faut pas faire la course contre la montre l'année des Jeux Olympiques. Il faut vraiment privilégier la préparation et pas courir partout à vouloir battre des records de France. Les records de France, ça peut attendre. Il y en aura d'autres occasions de les battre. Les Jeux Olympiques, une fois que c'est passé, je serai mort la prochaine fois qu'il y aura les Jeux Olympiques à domicile. Donc non, ouais, c'est vraiment l'objectif principal. Tout va être focalisé sur une seule chose, c'est les Jeux Olympiques. Et ce qui va venir autour, ce sera plutôt pour alimenter la préparation et donner un peu de plaisir dans la préparation et savoir un peu où on en est dans cette préparation. Et on t'a vu sur 5000 mètres du coup au championnat du monde à Budapest cette année. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer te voir sur 5000 mètres à Paris, mais aussi pourquoi pas sur 10 000 mètres ou alors même sur 1500 mètres ? Ouais, c'est possible. C'est possible que je fasse le 5000 et le 10 000 mètres. Le 1500, je te laisse une place. En plus, Julien. Non, je rigole, mais en vrai, ouais, 5000 et 10 000, ça peut être envisageable et c'est même très, très envisageable. Est-ce que les deux sont conciliables ? Est-ce que les deux, ça serait potentiellement pour jouer une médaille ? Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu vas plus te focaliser que sur les autres ? En fait, le 5000, ça reste la priorité. C'est là où le choix n'est pas encore fait. C'est que si le 5000, c'est ma priorité, il faut faire attention à ne pas se cramer les ailes 5 jours avant sur le 10 000 et de rater l'objectif de la finale et de briller en finale. Et c'est surtout que je n'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai pris des places pour ma famille. 17 places, ça m'a coûté plus de 6 000 à 7 000 euros dans ces eaux-là.
Et si je suis éliminé en série, mais ma famille vont aller voir la finale, mais j'y serai pas, je serai à côté d'eux dans les tribunes. Donc ouais, non, j'ai pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, ça va mettre une petite pression. C'est peut-être le moment d'aller voir une préparatrice mentale. C'est plus sur le fait de rater mes séries et d'avoir payé entre guillemets les billets. Mais ouais, non, c'est possible de faire les deux. C'est dans nos têtes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Rome juste avant, les championnats d'Europe, il y a Rome, et derrière, il y a les championnats de France, il y a Rome, les championnats de France et les Jeux Olympiques. Et on n'est pas obligé de faire Rome, mais on est obligé d'être présent au championnat de France. Et ce qui veut dire, imaginons, je fais à Rome le 10 000 mètres, le 10 000 mètres à Rome, derrière, je suis obligé de faire le 5 000 aux France, et derrière, je vais au jeu, je suis obligé de faire le 10 000, plus le 5000 en série, et si je me qualifie en finale, c'est pas une option d'ailleurs, encore un 5000, là tout est parfait pour rater les Jeux Olympiques. Et on peut pas imaginer qu'un athlète comme toi, du coup, avec le record de France du 5000 mètres, est-ce que tu pourrais pas avoir un passe-droit pour les championnats de France et les éviter? Non, parce que y a des droits TV aussi qui sont en jeu. C'est important pour la fédération qu'on soit présent. Faut jouer le jeu aussi, la fédération met des choses en place pour nous accompagner, surtout ces derniers temps. Comme je dis, moi je crache pas dans la soupe. Il y a quelques temps, c'était compliqué, entre guillemets, pas ma relation avec la fédération, mais il y avait des choses qui me chagrinaient un petit peu et j'osais les dire sur les réseaux sociaux et ça pouvait déplaire, entre guillemets, à ma fédération. Aujourd'hui, ils mettent des choses en place, faut dire les choses. Bien évidemment, c'est pas cool pour moi de devoir faire les France sur 5000 mètres parce qu'on me dit aussi de venir et de les faire entre guillemets tranquillement, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a sur 5000 mètres, je peux pas arriver et courir tranquillement contre Hugo Hey, Yann Schrub, Etienne Daguinos et même les autres et en fait du coup ça rajoute une course dans le calendrier, c'est une course de championnat, c'est ce qu'on me dit, ça va pas courir vite, etc. Mais pour autant, c'est pas le plus important, c'est pas de courir vite, c'est le stress post-compétition et après compétition. Post, c'est après, hein, je me suis trompé. Ouais. Mais le stress avant compétition et post-compétition, ça enlève beaucoup d'influx nerveux et ça peut fatiguer d'enchaîner les courses de championnat, même si ça court pas vite. Et justement, pour clôturer un petit peu cette partie sur les Jeux Olympiques, le fait d'avoir les Jeux à domicile, est-ce que c'est quelque chose qui te motive encore plus? C'est quelque chose à quoi tu penses quasiment tous les matins ou enfin tous les jours quand tu es à l'entraînement, ou finalement tu essayes un petit peu d'en faire abstraction pour justement écarter un petit peu cette pression comme tu le disais juste avant? Non, c'est une source de motivation, c'est un moteur vraiment de se dire qu'on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques à domicile. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a de pouvoir envisager les faire à la maison. Et même, imaginons si des athlètes qui ont cet objectif n'y arrivent pas à y aller, ils peuvent se dire quand même que même les voir en tant que spectateurs à domicile, c'est un truc de fou. Moi, j'ai hâte de les vivre en tant qu'athlète, mais j'ai aussi hâte de les regarder en tant que spectateur, même sur toutes les disciplines, tous les sports. Et ouais, non, ça va être une fête incroyable. Et comme je le dis, moi, je suis un vrai patriote et j'aime la France. Et le fait d'avoir les Jeux Olympiques à domicile et de voir tous les athlètes qui vont se donner à 100%, et nul doute que le public sera derrière les Français, c'est quelque chose qui me motive grave. C'est très intéressant et tu sais qu'on va clôturer un petit peu cette partie sportive. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on échange ensemble. Il y a forcément une partie que nous on va aborder, c'est la partie un petit peu plus équipement. Ouais. C'est que nous on est assez spécialiste là-dedans et c'est quelque chose qui nous passionne. Ouais. On a parlé avant de l'Alpha Fly 2 avec laquelle tu as couru au championnat du monde de semi-marathon à Riga. Hormis l'Alpha Fly 2, quel matériel tu utilises à l'entraînement? Quelle est ta chaussure préférée? On va juste préciser avant que tu es sponsorisé par Nike, donc forcément ça va être que des modèles Nike. Ouais. Quel est le modèle que tu utilises le plus à l'entraînement dans ta préparation? Alors actuellement, c'est l'Invincible 3 que j'utilise. Je la trouve vraiment top pour tout ce qui est footing, etc. J'utilise aussi la dernière paire qui vient de sortir, Trail Ultrafly, si je ne me trompe pas. J'ai reçu une paire, je l'ai tout de suite adorée pour les footings, mais aussi les fartlek. C'est une chaussure qui est, à mon sens aussi, très dynamique et réactive.
Et surtout qu'on peut les mettre aussi en sous-bois et tout, et c'est plutôt cool, je me sens bien. Et d'ailleurs, j'ai même fait une ligne droite en 12 secondes, donc c'est que la chaussure est plutôt bonne pour faire les footings, les lignes droites, un peu une chaussure à tout faire. Et d'ailleurs, ça commence à être l'une de mes préférées, avec la Invincible. Et après, pour tout ce qui est, entre guillemets, performance, ma chaussure préférée actuellement, c'est la Vaporfly 2, mais si je dois en choisir une, c'était la Vaporfly 1, que c'était vraiment ma préférée. Actuellement, qui est encore disponible sur le marché, c'est la Vaporfly 2, ma chaussure préférée. Et pareil, l'Invincible 1, je la trouvais plus incroyable que la 3. La 3 est incroyable, mais la 1, vraiment, j'avais l'impression de courir sur des nuages. Enfin, je me sentais hyper bien dedans. Donc, ouais, c'est 2 chaussures préférées. C'est la Vaporfly 1 pour la performance et la Invincible 1 pour les footings longs. Et justement, là, Nike, leur dernier produit vraiment ultra performance qu'ils ont sorti, c'est la Vaporfly 3. On peine un petit peu à la voir chez les athlètes de haut niveau, comme on avait l'habitude de voir la Vaporfly 2. Toi, pourtant, je te vois beaucoup l'utiliser à l'entraînement. On t'a un peu moins vu l'utiliser en compétition, même si tu as fait ton record sur 10 km 27-33 avec au pied. Ouais. Comment tu vois cette analyse, comment tu analyses un petit peu cette Vaporfly 2, cette Vaporfly 3, sachant que, selon moi, c'est plus du tout le même type de produit. Donc, le produit a radicalement changé. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Moi, ce qui est fou, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des matériaux qui sont exceptionnels, vraiment par rapport à ce que les anciens avaient avant. Ça a révolutionné le monde de la course à pied. Et même maintenant, on arrive à titiller une paire de chaussures qui est extrêmement bonne avec une autre, et parfois ça peut amener à des tracas, comme savoir avec laquelle paire de chaussures courir parce qu'on a trop de choix. Et je pense que le fait de vouloir toujours faire plus, toujours faire mieux, parfois on peut s'y perdre, et justement créer un peu un contexte où on va mettre une chaussure en avant qui va dévaloriser une autre, alors que les deux, elles sont incroyables, sauf que forcément, si on a une meilleure que l'autre, on va dire que celle-là, elle est moins bien, alors que si on n'avait que celle-là, on aurait... Après, tu trouves pas que toi, c'est très subjectif ça, parce que finalement, c'est en fonction de chacun? Moi, je sais qu'avant, on en a discuté avant qu'on lance le podcast. Toi, tu as adoré une paire. Moi, celle-là, je l'ai un peu moins aimée. On n'a pas eu les mêmes sensations. Donc, finalement, ce qui vaut pour toi ne va pas forcément valoir pour les autres. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Surtout dans mon groupe d'entraînement, on est plusieurs à être sponsorisés par Nike, et pour autant, on n'aime pas tous les mêmes types de chaussures. Donc ça, c'est propre à chacun, bien évidemment. Je parlais dans mon sens. Mais avec toutes les paires de chaussures qui sortent, bien évidemment, on a des favorites et des moins favorites. Mais toutes les chaussures que Nike sort restent performantes pour aller chercher la performance. Ça, il n'y a aucun doute. Et depuis quasiment le tout début de ta carrière à très haut niveau, tu es chez Nike. Ouais. C'est quelque chose qui est amené à durer pour le futur. C'est vraiment sur le long terme. Est-ce qu'il y a bon, je ne vais pas te demander si d'autres marques te donnent envie, mais est-ce qu'en 2024, sur la saison 2023-2024, on te verra encore avec Nike? Comment ça se passe un petit peu pour les athlètes de haut niveau comme ça? Déjà, faut savoir que quand j'ai commencé l'athlé, au bout d'un an, j'ai tout de suite été sponsorisé par Nike. Donc ça fait maintenant peut-être 7 ans que je suis chez Nike. J'ai commencé il y a 8-9 ans, donc ça fait 7 ans que je suis chez Nike. J'ai toujours été chez Nike, même quand je jouais au football, j'avais des crampons Nike. Et en fait, là, j'arrive à terme de mon contrat qui se finit le 31 décembre 2024. Donc là, à partir de cette période-là, 2 mois avant, il y a des marques qui vont pouvoir, entre guillemets, rentrer en contact avec mes agents pour rediscuter d'une proposition de contrat avec d'autres marques. Moi, pour ma part, et en tout cas pour l'instant, je reste très fidèle à Nike, et c'est vraiment une marque que j'aime. Et donc, du coup, là, je suis engagé avec eux encore, on va dire, un an. Mais après, il est possible que j'ai d'autres propositions d'autres marques, et que, pourquoi pas, on ne sait pas ce que l'avenir est fait, et que je change de marque. C'est une possibilité, bien évidemment. Je ne peux pas affirmer que je resterai chez Nike. Mais en tout cas, je suis chez Nike encore pendant plus d'un an. Je serai aux Jeux Olympiques avec des Nike au pied, et peut-être qu'après encore. Mais ça, c'est aussi c'est toujours l'offre et la demande. Et si Nike a encore envie de me prolonger, et aussi suivant leur offre et les offres des autres marques, je serai obligé de présenter à Nike une seule offre d'une autre marque
Et Nike, s'ils s'alignent, je suis obligé de rester avec eux. Obligé de rester avec eux. Ils ont l'exclusivité sur le contrat. Et si Nike décide de ne pas s'aligner, je peux signer dans une autre marque. Du coup, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et dernière question, un petit peu équipement. On voyait un petit peu, et c'est dernière question, équipement et assez technique. On a vu certains top athlètes élite Nike courir avec des nouvelles chaussures à pointe qui n'étaient pas forcément accessibles pour tous les autres acteurs, pour tous les autres athlètes. Est-ce que toi, tu as reçu ces pointes ? Est-ce que tu as couru avec ? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé ? Sachant que je précise que ces pointes-là, vous n'étiez pas autorisé de courir avec au championnat du monde. C'est notamment la raison pour laquelle on ne les a pas vues au pied à ce moment-là. Du coup, est-ce que tu as couru avec ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et est-ce que tu penses qu'elles vont encore un petit peu plus révolutionner le marché des pointes que Nike avait déjà révolutionné avec la Dragonfly ? Ce qui est fou, c'est que même en étant sponsorisé chez Nike, parfois on peut avoir des soucis pour se procurer une paire de pointes que par exemple un Jacob peut avoir plus facilement que moi. Et moi, on va dire que je vais parler sans langue de bois. J'ai attendu 2 ans pour les avoir. J'ai dû me battre quand même pour les avoir parce qu'ils ont un quota avec qui ils travaillent, avec qui ils ont envie d'avoir des feedbacks sur la chaussure pour la travailler, la progresser avant de la donner à tous les athlètes Nike. Mais moi, je me sentais légitime avec mes résultats et surtout avec le nombre aussi d'abonnés que j'ai maintenant sur Instagram et aussi le fait de faire de la piste, de la route, un peu tout. Je me sentais légitime de les recevoir. Ce n'était pas vraiment le cas. J'ai attendu plus de 2 ans. Sauf que quand je les ai reçus, j'ai pas été entre guillemets, j'ai pas été déçu. L'attente valait bien le coup. Sur la Air Zoom Victory qu'ils ont sorti, à mon sens, je pense, j'ai jamais testé les autres pointes, mais sur le marché, il n'y a rien qui est aussi performant que de ce que moi je pense et de ce que j'ai testé que celles qui vont sortir prochainement, sûrement l'année prochaine, pour les Jeux Olympiques. C'est quand même quelque chose. On est encore sur un autre step par rapport à la Dragonfly, en tout cas pour des distances comme le 1500, 3000, 5000. Et il y a même des athlètes, et moi d'ailleurs, qui les ai mis sur 10 000 mètres, alors que c'est des pointes axées normalement sur plutôt 1500, voire 800. Et elles sont tellement performantes que du coup, pour aller chercher la performance, on met ces pointes aussi sur les longues distances. Ça marche. Écoute, merci Jimmy pour cet échange. On a parlé un petit peu plus de 1h10 ensemble. Je te remercie pour ta participation dans notre 2e épisode de notre nouveau podcast Color Room. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour nos auditeurs ? Un dernier mot de la fin, on va rester dans vraiment le partage et la gentillesse. Et pour moi, voilà, le message que je voudrais faire passer, c'est soyez gentils avec les uns et les autres. Faut pas essayer d'enterrer les gens, de faire du mal aux gens gratuitement. On n'a rien à y gagner. Essayez entre être vivant, on va dire ça comme ça, d'être gentil avec son voisin parce que la vie est belle, la vie est courte et sur ces belles paroles, on va dire au revoir à tout le monde, mais être gentil avec tout le monde et essayer de faire en sorte que son voisin réussisse, ça coûte rien aussi. Merci Jimmy, le message est passé. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Color Room. À bientôt dans Color Room. Salut Jimmy. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Color Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.